partie cet été. Excellent. Vous avez vu le début de comment ça fonctionne ou comment c'est géré dans SolidWorks, comment on interprète les documents et le grand de tout. Mais aujourd'hui, on passe au reste. Alors, il y a beaucoup de matériel. Je prendrai pas beaucoup plus de temps juste pour vous dire que si vous avez des questions, dans la barre du GoToMeeting à votre droite, il y a un chat. C'est écrit Type Message Here. Pour moi, bon, parce que c'est en anglais, c'est peut-être en français pour vous. Mais bon, inscrivez vos questions si vous en avez à mesure et si le temps le permet, Michel pourra les adresser à la fin. Sinon, il en aura un record et pourra vous recontacter pour en discuter avec vous. Alors, je ne prends pas plus de temps. Je laisse la parole à Michel qui, évidemment, est gérant technique de la région de l'Est du Canada. Donc, on travaille la région ensemble à vous apporter toutes sortes d'informations et sur les solutions SolidWorks. Et ça fait 13-14 ans qu'il est avec SolidWorks. On s'apprête à voir la prochaine version de SolidWorks sortir bientôt, mais bon, on a déjà beaucoup de choses à discuter sur ce qu'on a déjà pour gérer les grands assemblages. Alors, je te passe la parole, Michel. Ben merci Joël et bon matin tout le monde. Joël en a déjà parlé, on est sur la veille de sortir, de lancer SolidWorks 2019. En fait, je vais en parler un petit peu à la fin de SolidWorks 2019 aujourd'hui, il y a des choses intéressantes. On va se concentrer surtout sur les techniques de base pour gérer les gros assemblages. Comme Joël l'a mentionné, c'est notre deuxième partie. Ça, c'est tout ce que je voulais couvrir dans ma présentation. Au mois de juillet, on a fait les 3 premiers systèmes. On a défini c'était quoi un grand assemblage. On a parlé des activités que SolidWorks doit faire quand il ouvre un assemblage, ouvre une mise en plan, tout ce qui se passe en arrière que le monde ne voit pas, pour mieux comprendre les effets que certaines choses ont ou n'ont pas sur le processus. Puis on a parlé du temps d'ouverture. Maintenant, aujourd'hui, on va se concentrer sur les 3 items du bas. Les temps de mise à jour dans les assemblages, les temps de mise à jour dans les mises en plan, puis aussi le matériel informatique. Maintenant, si vous avez manqué la première session, c'est enregistré, je vais vous donner le lien à la fin. Vous pourrez aller voir la présentation. Aujourd'hui, vraiment, on se concentre sur les 3 items qui sont les mises à jour, autant en assemblage qu'en mise en plan et le matériel informatique. Alors, on va se lancer. Puis, on va commencer tout de suite avec comment améliorer les performances pour les mises à jour d'assemblage. Bon, une chose qu'on veut essayer de limiter autant que possible, ça va être les fonctions dans le contexte de l'assemblage. On va parler un petit peu pourquoi. Si j'ai des composants qui n'ont pas de fonction dans le contexte de l'assemblage, donc c'est un composant que j'ai dessiné, je vais juste le prendre, je le mets dans mon assemblage. J'ai pas besoin, quand il y a des modifications au niveau de l'assemblage, j'ai pas besoin de reconstruire aucune des fonctions dans cette pièce-là. Et puis même, à la limite, si j'utilise par exemple le mode allégé ou le mode d'assemblage complexe, SolidWorks n'ira même pas charger les fonctions en mémoire. Donc, ça allège aussi le système. À l'inverse, si j'ai des composants avec des fonctions dans le contexte, ben, vous allez deviner que si je fais des modifications dans l'assemblage, j'ai besoin de reconstruire les fonctions dans les pièces qui sont dans le contexte. Mais il faut aussi penser que je recalcule toutes les fonctions enfants à ça. Donc, si j'ai des composants qui sont contraints dans un trou qui est référencé dans l'assemblage, vous pouvez voir un peu où est-ce que ça peut aller. Maintenant, faire du design dans le contexte de l'assemblage, c'est fantastique. C'est une des fonctionnalités qui a mis SolidWorks, qui fait que le monde utilise SolidWorks, mais quand on parle de gros assemblages, faut utiliser des techniques, faut utiliser les bonnes techniques pour le faire. Une des techniques que je vois assez régulièrement, ça va être la technique qu'on appelle en anglais, on appelle un skeleton sketch. On va utiliser d'autres termes aussi, là, pièces de référence, pièces de base, etc. L'idée est plutôt simple, mais ça fait beaucoup de sens. Au lieu d'avoir un assemblage dans lequel j'ai des pièces, des sous-assemblages qui se référencent une à l'autre un peu de manière un peu pêle-mêle, si on veut. Ce que je vais faire, c'est que dans mon assemblage général, je vais y insérer un esquisse, soit une esquisse d'assemblage, ou même des fois, ça va être
une pièce, puis dans la pièce, il y a juste une esquisse. Ça dépend un peu comment on veut l'utiliser. Puis, je vais référencer cette esquisse-là. Donc, mes références externes, mes fonctions dans le contexte, vont référencer une seule entité. L'idée en arrière de tout ça est assez simple, c'est d'avoir un point de contact pour pouvoir mieux contrôler qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que quand on va faire le design, ça va être facile d'aller modifier puis de propager les modifications dans mes pièces référencées. Puis souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est que utiliser les fonctions dans le contexte dans votre phase de design. Ça veut dire que vous êtes en train de définir c'est quoi la forme, votre modèle 3D. Puis d'habitude, quand on commence à faire les dessins de détail, la forme, le modèle 3D est plutôt figé, entre guillemets. Il n'y a plus beaucoup de modifications sur le modèle 3D parce que là, on est rendu plus dans une phase de dessin de détail. Souvent, ce que je vais dire, c'est que rendu à ce moment-là, vous pouvez barrer vos références. Donc, au niveau du temps de recalcul, la reconstruction SolidWorks n'aura pas reconstruire toutes les références externes parce qu'elles sont barrées. Bon, ça, c'est une des méthodes que moi, j'aime utiliser, surtout dans des gros assemblages avec des références. Quand je sais que j'ai plus beaucoup de modifications à faire dans mon assemblage, je vais barrer mes références externes. La beauté de barrer, c'est que si j'ai à faire des modifications, je peux débarrer. Et aussi, si je sais que j'ai plusieurs modifications à faire, je vais barrer mes références externes, faire toutes mes modifs, puis les débarrer pour faire une seule mise à jour. Donc, ça peut être une méthode de travailler. On a aussi l'option de briser les références externes. Je m'en sers moins personnellement, mais ça peut être pratique dans le cas où est-ce que j'ai un design existant. Je veux copier pour faire un design semblable, mais qui n'aura pas de lien avec le premier. Je veux juste partir de quelque chose d'existant. Donc, je pourrais faire une copie puis briser les liens. Ça pourrait être utilisé aussi. Une autre méthode que je vais recommander quand on travaille dans les assemblages, dans les gros assemblages, c'est d'utiliser des sous-assemblages rigides. Puis là, je vais dire rigide plusieurs fois, là, rigide. L'idée est simple, puis je pense que la majorité des gens qui ont l'esprit mécanique comprennent l'idée d'un sous-assemblage. Disons que j'ai mon assemblage général. Dans mon assemblage général, je mets 3 pièces, puis disons que je mets sur chacune de mes pièces 3 contraintes pour les fixer dans mon assemblage. Au niveau de l'assemblage général, j'ai donc 9 contraintes à résoudre. OK, 3 pour chacune des pièces. Ça fait de l'allure, ça fait du sens. Maintenant, dans mon assemblage général, un autre cas de figure, je vais insérer un sous-assemblage qui est rigide. Donc, le sous-assemblage va avoir 3 contraintes pour le positionner dans le contexte de mon assemblage général. Puis les mêmes 3 pièces, je les mets dans mon sous-assemblage. La différence ici, c'est que pour SolidWorks, quand je vais aller ouvrir l'assemblage général a juste besoin de résoudre 3 contraintes. Parce que pour SolidWorks, quand j'ai un sous-assemblage rigide, je vais dire souvent rigide, pour SolidWorks, un sous-assemblage rigide, il le traite comme si c'était un corps rigide, un peu comme si c'était une pièce, parce que il va pas aller essayer de comprendre les contraintes qui sont dans le sous-assemblage. Donc, on peut se servir de 3 contraintes pour positionner plusieurs pièces au niveau de l'assemblage général. Donc, au niveau de l'assemblage général, c'est plus facile à résoudre. Ça va aussi simplifier énormément la structure, meilleure performance au niveau de l'assemblage général, mais aussi un dépannage plus facile. Si j'ai des problèmes avec mes contraintes, c'est plus facile de trouver, de voir quel problème il y a eu, puis de trouver une solution à ça. Je viens juste de parler de sous-assemblage rigide. On va parler de sous-assemblage flexible. Les sous-assemblages flexibles, il faut y faire attention. J'adore les sous-assemblages flexibles. Il faut les utiliser judicieusement. Voici l'exemple pourquoi. Je prends le même exemple que j'avais tantôt, OK? Mon assemblage général, un sous-assemblage rigide, 3 pièces, 3 contraintes chacune. J'ai 3 contraintes à résoudre en haut complètement dans mon assemblage de tête, dans mon assemblage général. On va faire le même parallèle. La même structure, donc un assemblage général, un sous-assemblage, cette fois-ci flexible, avec 3 contraintes, puis mes 3 pièces qui sont dedans. Au niveau de SolidWorks, maintenant, j'ai pas 3 contraintes à résoudre, j'en ai pas 9 non plus, j'en ai 12. Parce que
au niveau de l'assemblage général, SolidWorks doit résoudre les 3 contraintes qui positionnent le sous-assemblage, mais étant donné qu'il est flexible, SolidWorks doit aussi aller résoudre toutes les contraintes qui sont dans le sous-assemblage. Puis imaginez que dans ce sous-assemblage-là, j'en ai un autre sous-assemblage flexible avec d'autres pièces. Fait que ça continue jusqu'en bas, jusqu'à temps que j'arrive soit à une pièce ou un sous-assemblage rigide. Donc, au niveau du calcul, ça ajoute. Fait qu'il faut faire attention les sous-assemblages flexibles. Maintenant, il y a quelques trucs. On va regarder un exemple, puis je vais vous montrer un peu deux trucs qu'on peut utiliser pour s'en servir de manière judicieuse, de manière intelligente. On va prendre l'exemple qui est là, un support pour un boîtier. Puis vous allez remarquer que la branche, si on veut, à droite et la branche à gauche, c'est le même sous-assemblage, mais regardez la position du support qui est en haut. Il y en a un qui est comme à 90 degrés, puis l'autre qui est incliné vers le haut. Donc, j'ai le même sous-assemblage dans des positions différentes. Pour arriver à ça, j'ai un peu comme pas le choix de passer par un sous-assemblage flexible. Si mes deux sous-assemblages, le bras à droite, le bras à gauche, sont flexibles, au niveau de l'assemblage général, j'ai 42 contraintes à résoudre. Et puis ici, à l'inverse, les deux sous-assemblages, les mets rigides, j'ai 18 contraintes à résoudre. Fait que vous voyez que ça a un impact assez rapide parce que dans mes sous-assemblages, j'ai plusieurs pièces, j'ai plusieurs contraintes aussi qui ont besoin d'être résolues. Donc, au niveau de l'assemblage général, j'ai un gros impact. Là. On parle de plus de 2 fois moins de choses à calculer quand je change les positions. Maintenant, comment qu'on peut utiliser les sous-assemblages flexibles de manière intelligente? C'est que souvent, on va mettre le sous-assemblage flexible pour positionner ce qu'on a besoin de positionner, puis ensuite de ça, on le remet rigide pour, entre guillemets, barrer tout en place. Passer d'un sous-assemblage flexible à rigide, c'est comme un bouton radio, là, donc c'est très facile à faire. Puis ça, c'est une des techniques qu'on peut faire facilement. Je mets flexible, je déplace mon sous-assemblage, je le mets en position. Une fois qu'il est placé, je le mets rigide. Ça peut être comme ça. Une autre technique qu'on peut utiliser aussi, une méthode facile aussi à faire, c'est qu'au niveau du sous-assemblage, on se fait 2 configurations, une position ouverte, position fermée, position 1, position 2, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ça va éviter d'aller à jouer entre les flexibles rigides. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais là, j'ajoute une configuration, ça ajoute-tu à entre guillemets, lourdeur du modèle? Ça n'a pas vraiment de différence entre ajouter des configurations ou utiliser le mode flexible parce que quand on utilise le mode flexible ou un sous-assemblage flexible, pour l'utilisateur, c'est transparent, mais SolidWorks, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? C'est qu'il a besoin de se créer des configurations qu'on ne voit pas vraiment pour pouvoir afficher des positions différentes. Donc, de toute façon, SolidWorks va faire une configuration quand on va se mettre en mode flexible, quand on a besoin d'afficher un exemple comme on a à l'écran. Alors, le fait d'ajouter, déjà avoir mis nos configurations à l'intérieur du sous-assemblage ne va pas vraiment ajouter beaucoup. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé. Ensuite de ça, un autre phénomène qu'on va essayer d'éviter quand on travaille dans des gros assemblages, ça va être d'éviter de contraindre sur des instances de répétition et des fonctions d'assemblage. On va regarder quelques exemples, là, ça va être peut-être plus frappant quand on va voir des exemples. Un exemple, c'est de faire un trou dans le contexte de l'assemblage, puis d'aller contraindre des pièces dans ce trou-là. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple pourrait être de créer un plan ou un axe de référence dans l'assemblage, puis de se servir de la face d'une pièce pour définir le plan de référence. Un autre exemple, aussi, par exemple, faire une répétition de composants dans notre assemblage, puis aller contraindre sur un des composants qui est répété. Ça, c'est des exemples qu'on va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter ça. Pourquoi? Pour cette raison-là, en fait, SolidWorks est optimisé pour résoudre toutes les contraintes de façon simultanée. Quand il n'est pas capable de le faire, il va ensuite suivre l'ordre d'assemblage pour définir c'est quoi les positions, les contraintes, etc.
Quand on va aller contraindre sur des géométries d'assemblage, soit des fonctions d'assemblage, des pièces répétées dans l'assemblage, on va contraindre sur une des pièces qui est répétée, on crée une dépendance. On peut pas résoudre la position de la pièce qui est contrainte sur la répétition tant que j'ai pas résolu la répétition, puis tant que j'ai pas résolu la fonction qui détermine le début de la répétition. Vous voyez un petit peu le décalage que ça peut faire. Donc, au niveau de SolidWorks, j'ai besoin, premièrement, si je le fais, j'ai besoin de résoudre au départ les positions des pièces. Ensuite de ça, j'ai besoin de résoudre les composants qui ont peut-être été contraints dans le contexte de l'assemblage, comme par exemple un trou fait dans l'assemblage. Puis ensuite de ça, j'ai besoin d'aller résoudre les contraintes des pièces qui ont été ajoutées dans ce trou-là ou qui ont été contraintes sur une pièce répétée. Donc, ça crée une dépendance que SolidWorks n'est pas capable de résoudre. Il n'y a pas le choix de résoudre la première avant d'arriver de faire les autres. Ce qui va un peu à l'encontre de la manière que SolidWorks a été créé à la base, qui essaie de résoudre tout en même temps. Donc, on essaie d'éviter, c'est pas toujours possible, je le comprends, mais on essaie de l'éviter ou du moins de contrôler quand on est capable de le faire. Maintenant, au niveau des options, il y a des options qu'on peut facilement activer, désactiver, qui vont faire un impact. Pardon, une de ces options-là, c'est tout simplement de suspendre la reconstruction automatique. Hein? Une manière assez simple de le faire, c'est d'aller dans nos options, de le contrôler. Ça se contrôle à partir du menu le Large Assembly Mode, là, le mode d'assemblage complexe. Faut faire attention, par exemple, là, c'est que ça ne bloque pas toute reconstruction complètement. Ça va en fait limiter ou ça va s'appliquer seulement aux fonctions dans le contexte. C'est pratique dans certains cas plus que dans d'autres. Par exemple, je prends routing, le module de tuyauterie, qui, à la base, la manière qui est fait, utilise beaucoup de références dans le contexte. Donc, dans des exemples où est-ce qu'on va avoir beaucoup de tuyauterie, etc., ça va avoir un impact. Ça n'a pas d'impact, par contre, sur les autres mises à jour relatives à l'assemblage, comme le calcul des contraintes, comme l'affichage. Si on veut, par exemple, limiter ça, il y a d'autres options qui nous permettent de, par exemple, bloquer les mises à jour quand on change de fenêtre. Imaginez que j'ai plusieurs fenêtres SolidWorks, je modifie quelque chose dans une fenêtre, quand je m'en vais dans l'assemblage, dans la mise en place, j'ai une mise à jour. Ça peut se bloquer. Le fait de faire la mise à jour automatique dès qu'on change de fenêtre. Donc ça, c'est une autre manière qu'on peut utiliser. Il faut aussi comprendre que suspendre la reconstruction automatique, si j'ai des fonctions qui ont besoin d'être reconstruites, ne seront pas, mais ça va être affiché dans l'arbre avec un petit icône qui me dit que j'aurais besoin de faire une reconstruction. Ça me permet, entre autres, une petite faute de tape, faute d'orthographe, de faire plusieurs modifications, puis de faire la mise à jour juste une fois, donc sauver toutes les mises à jour à toutes les fois que je fais quelque chose. Je peux faire plusieurs modifications, puis faire la mise à jour juste une fois, donc ça va me sauver beaucoup de temps. Autre chose qu'on va essayer de faire, c'est de réduire la demande graphique. Quand je parle de réduire la demande graphique, au niveau des temps de reconstruction dans l'assemblage, ça a un impact. On va essayer d'améliorer le temps que ça prend pour peindre, entre guillemets, l'affichage sur l'écran. Plusieurs manières de faire ça, surtout dans les options qu'on va s'en servir, mais certaines choses qui sont contrôlables manuellement aussi. Premièrement, vérifier dans les propriétés de document la qualité d'image. Je vais prendre quelques secondes pour parler de ça en particulier, parce que ça peut avoir un impact assez énorme à travers tous les documents que vous avez. Ça, c'est un réglage qui est propre aux documents, pas propre au système. Vous savez, quand vous allez dans les options, il y a deux onglets, les options système puis les propriétés de documents. Les options système, c'est propre à votre ordinateur. Les propriétés de documents, c'est propre aux documents, au SLD PRT, au SLD ASM, au SLD DRW, aux documents que vous êtes en train de travailler dessus. Donc, le fait de descendre ces barres-là, réduire la qualité, va améliorer votre document. Souvent, le monde va le faire, sur ceux qui sont en train de travailler, vont le réduire, mais pense pas que tout ça, en fait, découle, ce réglage-là de base découle de vos cartouches, de vos templates du début. Tu sais, quand vous commencez une nouvelle pièce, vous sélectionnez un template,
la pièce pouce, pièce métrique, assemblage, etc. Ça se contrôle dans vos templates du début. Donc, si vous voyez qu'avec vos assemblages, vous commencez à avoir des problèmes puis que ça a un impact, prenez le temps d'aller changer les cartouches aussi pour que dans le futur, vous n'arrivez pas à ce problème-là. Maintenant, d'autres méthodes qu'on peut utiliser assez facilement, de ne pas afficher les lignes cachées quand on est en mode ombré, juste le mode ombré sans arrêt, désactiver le mode Real View, limiter l'utilisation de la transparence, cacher les systèmes non nécessaires. Quand je parle d'items non nécessaires, je vais parler de les plans de référence, les axes de référence, les axes temporaires, les courbes, les annotations, etc. Ensuite de ça, un autre réglage au niveau des performances, option système, c'est de réduire le niveau de détail quand on fait des opérations graphiques. Là. Je parle des zoom, pan, rotate. Puis aussi de désactiver la vérification avancée. Maintenant, vous allez me dire, hey, je ne passerai pas mon temps à toutes les fois à les régler toutes ces options-là une par une, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que dans notre panneau de contrôle de système, si vous allez dans le côté mode assemblage complexe, le mode assemblage complexe va en fait ajuster un paquet d'options de façon automatique, dont ce que je viens d'énumérer là juste avant. Puis ça aussi, le mode assemblage complexe, on peut le contrôler aussi à partir de la barre d'outils des assemblages. Donc, c'est un peu comme un bouton radio. Puis aussi, dans SolidWorks, on peut lui donner un niveau. Donc, si je trouve un assemblage qui a plus que 500 pièces, 1000 pièces, il va automatiquement tomber en mode assemblage complexe. Donc, ça va régler un paquet d'options de façon automatique. Donc, c'est une bonne manière de justement régler ces choses-là de façon automatique. Il y a aussi d'autres options qui ne sont pas contrôlées par le mode d'assemblage complexe qui valent la peine peut-être de regarder. Par exemple, dans les options système, les trois options qu'on voit encerclées, là, j'ai pas le panneau de contrôle francophone, là, mais c'est l'anti-alias en anglais qu'on appelle, la surbrillance des arêtes puis la surbrillance dynamique. Donc, les trois options, ils sont à la même position dans le panneau de contrôle francophone, là, en français. C'est juste qu'ils vont être nécessairement traduits. Mais ces trois options-là peuvent avoir un impact graphique. Il y a aussi une autre option cette fois-ci, on va retrouver dans les options système Feature Manager, qui est le Dynamic Highlight, qui est le surveillance dynamique. Ça aussi, ça peut avoir un effet quand on travaille surtout dans les gros assemblages. Donc, c'est quelque chose peut-être à jeter un coup d'œil. Ensuite de ça, utiliser l'outil d'évaluation des performances. J'en ai parlé un petit peu au mois de juillet. C'est vraiment un outil vraiment intéressant, puis on l'a tout remodelé pour la version 2018 qui donne plus d'informations. Je vais en profiter pour remontrer la vidéo, puis je vais refaire les commentaires parce que on a parlé, on peut s'en servir pour déterminer combien de temps ça prend à ouvrir des pièces. On peut s'en servir pour déterminer combien de temps ça prend à reconstruire un assemblage. On peut s'en servir, je vais en reparler tantôt, combien de temps ça prend pour mettre à jour des mises en plan. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux. La manière que ça fonctionne, en fait, c'est assez simple. C'est à partir de mon assemblage, je vais dans évaluer les performances. On voit le graphique, comme je disais tantôt, a été remodelé pour 2018, beaucoup plus d'informations. Puis on a aussi toute l'information graphique. Quand on parle de tessellation, là, le numéro de tessellation, c'est un impact direct sur les performances graphiques. Donc, à partir de là, je peux aussi lancer la visualisation d'assemblage qui, avec un code de couleur, va me montrer les pièces ou composants qui ont le plus gros impact graphique à l'écran. Puis là, je peux filtrer de différentes manières. Ça peut être en fait l'impact graphique ou le temps de reconstruction ou le temps d'ouverture de chacun de mes composants. Mais ici, on voit j'ai une pièce qui est en rouge, donc il y a vraiment un gros load graphique, entre guillemets. Je le change de configuration, puis je viens tout simplement rapidement d'alléger le côté graphique de mon assemblage. Donc, c'est vraiment un bon exemple de comment on peut utiliser justement l'outil pour déterminer c'est quoi les problèmes que je pourrais avoir, en guillemets, avec mon assemblage. Avant de commencer vers les mises en plan, j'ai déjà une petite question, je vais aller voir si je peux répondre.
Ça, c'est une bonne question, Jean-François. Il va falloir que j'y pense un petit peu. Je vais essayer de te revenir là-dessus. Je vais penser à ça. Je vais revenir à nos mises en plan. Bon, on a parlé de comment utiliser les assemblages ou essayer d'améliorer les performances d'assemblage. Parlons maintenant des performances de mise en plan qui vont souvent aller suite après les performances d'assemblage. Première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser des arêtes cachées supprimées ou même le mode ombré. Si on prend, on va mettre un coût à qu'est-ce que ça coûte de faire nos vues dans SolidWorks, puis on va associer un coût à ça. Si par exemple, je mets mes vues en modèle filaire, pour SolidWorks, ça coûte cher à générer. Okay? Puis quand je dis coûte, c'est pas plus d'argent, mais en temps de calcul, en temps d'affichage, ça coûte cher. Ça coûte en fait aussi cher que les lignes cachées affichées. Okay? Donc, c'est le type d'affichage de vue qui coûte le plus cher à générer puis à travailler avec à l'écran du côté graphique. Ensuite de ça, les lignes cachées supprimées parce que j'ai moins de lignes. Oui, il faut faire le calcul des lignes cachées, mais au niveau de l'impact graphique, ça a nécessairement un moins gros impact graphique parce qu'il y a moins de lignes à l'écran. Puis ce qui coûte le moins cher, c'est en mode ombré, pas d'arête. Maintenant, vous allez me dire, ben là, on ne fait pas des mises en plan en mode ombré, pas d'arête. OK? Les mises en plan, c'est des lignes, puis on n'imprimera pas des dessins couleurs. On fait pas ça. Il y a dans certains cas qu'en fait, on peut se servir du mode ombré, puis ça fait beaucoup de sens, même dans les mises en plan. Je vais vous montrer deux exemples. Le premier exemple, vous voyez mon assemblage, quelques milliers de pièces, une machine pour positionner les tailles de chemin de fer. Vous voyez sur ma mise en plan, présentement, elle est affichée en mode ombré sans ligne. Maintenant, si je vais distribuer ce fichier-là en format électronique, disons que je fais une mise en plan, mais moi, personnellement, je ne l'imprimerai pas. C'est pour envoyer en format, par exemple, e-drawing. Pourquoi mettre les lignes dans notre mise en plan? Okay? Parce que de toute façon, quand je vais créer mon e-drawing, le e-drawing va les avoir de toute façon, même si elles ne sont pas affichées dans mes mises en plan, le e-drawing va avoir les lignes cachées. Donc, si vous pensez distribuer vos mises en plan de format électronique, ça peut valoir la peine de carrément faire des mises en plan en mode ombré. Maintenant, c'est peut-être pas je pense pas que ça va être le cas de la majorité. La majorité des gens qui font des mises en plan, c'est pour les imprimer. Si vous faites des mises en plan pour les envoyer en e-drawing, je vous poserai la question pourquoi vous faites des mises en plan en premier lieu. Envoyez donc juste le modèle, mais ça, c'est pour une autre discussion. Mais il y a un autre cas où est-ce que les vues ombrées peuvent avoir beaucoup de sens. Par exemple, j'ai pris cet exemple-là parce que j'ai beaucoup de vues de section. Je crée mes vues initiales en mode ombré, pas d'arête. Je fais mes sections en mode ombré, pas d'arête. Donc, je peux commencer mes vues, commencer le layout de ma mise en page en mode ombré, pas d'arête, parce que c'est plus facile à faire, c'est plus facile à créer à l'écran. Puis ensuite, au fur et à mesure que j'ai besoin de faire les dessins de détail, quand je commence à ajouter des annotations, je commence à ajouter des dimensions, ben là, je vais convertir mes vues une à une en mode caché sans arrêt, en mode comme ça ici, là, sans ligne cachée. Donc, je peux les convertir une à une. C'est pas un gros exemple, là. OK? C'est une petite transmission. Bon, c'est des pièces complexes, oui. Une transmission peut-être 30, 40, 50 pièces. J'ai fait 3 vues de section. Puis, il y a juste une page dans mon dessin. Puis, entre la page qui est en arrière, qui est en mode ombré, pas d'arrête, puis la page qui est en avant, en ligne cachée supprimée, le temps de reconstruction des deux pages est 2 fois plus rapide en mode ombré qu'il l'est en ligne cachée supprimée. Donc, ça peut avoir un impact. C'est pas une grosse mise en plan, mais imaginez que vous mettez ça, transposez ça là, d'un assemblage de milliers de pièces, ça peut avoir un impact. Puis juste la manière de travailler, ça peut vous aider à travailler. Quand vous êtes prêt à imprimer, ben là, vous pouvez les mettre ou prêt à détailler, faire les dessins de détail, ajouter des annotations, vous les convertir en ligne cachée supprimée, par exemple, au fur et à mesure. Donc, ça peut avoir beaucoup de sens. Un petit truc comme ça. Maintenant,
dans la session du mois de juillet, j'avais parlé d'utiliser des versions simplifiées. Je le répète ici encore, OK? Parce que pour plusieurs choses qu'on fait dans les grands assemblages, ça a un effet, un peu un effet de domino. Si j'utilise les bonnes techniques à la base, ça va il va y avoir des répercussions jusque dans mes mises en plan. Si j'utilise des mauvaises techniques à la base, il va y avoir des répercussions jusque dans mes mises en plan. Donc, le cas où est-ce que j'avais parlé de faire des pièces simplifiées pour aider vos assemblages, ça va aussi affecter les mises en plan parce que dans la grande majorité des cas, les temps de reconstruction de mise en plan sont directement liés au temps de reconstruction des assemblages desquels ils viennent. Puis si je suis capable de aider ça en faisant des pièces simplifiées, c'est sûr que ça va se ramener jusque dans mes mises en plan. Donc, il y a un impact, il faut comprendre cet impact-là. Puis souvent, quand on commence à regarder pourquoi mes mises en plan sont lourdes, ça va pas vite, des fois, il faut aller dans l'assemblage, puis des fois, il faut même aller jusque dans les pièces pour trouver la cause du problème. Donc ça, il faut être conscient de tout ça. Il y a vraiment des répercussions à travers les techniques. Là. Faut vraiment commencer à la base. Les pièces simplifiées, surtout, j'en ai parlé dans la dernière session, là, surtout si vous téléchargez des pièces sur Internet puis vous mettez ça dans vos librairies, s'il vous plaît, faites attention à ça. Puis passez 5, 10, 15, 20 minutes à regarder si la pièce elle est pas trop complexe, il n'y a pas trop de détails avant de la mettre dans votre librairie, parce que si vous la mettez dans la librairie telle quelle, ça s'avère une pièce qui est compliquée, qui est dure à régénérer, qui est lourde. Vous allez impacter tous les assemblages puis toutes les mises en plan dans lesquelles cette pièce-là se trouve. Donc, il faut faire attention à ça. Les vues de section. Vous avez vu juste un petit peu avant, j'avais pris un bon exemple avec plusieurs vues de section. On va parler de limiter les vues de section. Encore une fois, je comprends que c'est pas toujours possible, mais au niveau du calcul pour générer la vue, une vue de section, c'est ce qui coûte le plus cher à SolidWorks, encore une fois, en termes de calcul. Pourquoi? Parce que de la manière que SolidWorks fonctionne quand on va créer une vue de section, c'est que dans ma mise en place, je crée ma vue de section, je trace ma ligne. SolidWorks doit aller dans l'assemblage, faire une coupe à travers mon assemblage. Une fois que la coupe elle est faite dans l'assemblage, je dois générer la vue. Puis une fois qu'il a généré la vue, il doit par-dessus ça aller dessiner le hachurage nécessaire. Puis même dans le hachurage, là, j'ai des options. Est-ce que je veux hachurer les pièces sous le box ou pas? Ben là, il faut qu'il calcule ça, il faut qu'il détermine qu'est-ce qui est quoi. Ensuite de ça, il faut qu'il mette le hachurage sur différentes échelles, différentes orientations pour pas avoir juste des lignes toutes lignées ensemble, on comprendrait pas. Puis éventuellement, si j'ai des mises à jour à faire, ben je recommence ça. Donc, on va dire, considérer d'utiliser d'autres méthodes quand c'est possible de le faire. Ça va coûter moins cher, par exemple, de prendre une vue puis juste cacher des pièces que de faire une vue de section pour aller voir qu'est-ce qui est à l'intérieur du couvert, par exemple, si vous avez un boîtier ou quelque chose comme ça. On comprend que c'est pas toujours possible de le faire, mais quand on est capable de s'éviter une vue de section, on va essayer de le faire dans le cas des gros assemblages. Aussi, une chose qu'on peut faire, quand on a des vues de section, puis on sait que ça devient lourd, on peut aussi juste temporairement cacher notre vue de section. Ça va éviter de la reconstruire. Ça va juste aller plus rapide aussi au niveau de travailler dans les mises en place. Il y a aussi, comme dans l'assemblage, certaines options qu'on peut régler pour s'aider à ça. En voici quelques-unes. Dans le panneau de contrôle de Dessin Performance, les deux premières options, qui est de montrer le contenu quand on déplace les vues, puis aussi la mise à jour automatique quand j'ouvre des mises en plan. C'est deux options qu'on peut désactiver quand si nécessaire. Une autre option, puis là ici, j'ai marqué désactiver stratégiquement, parce que cette option-là est importante pour d'autres choses. Il y a une option qui est de ce qu'on appelle sauver la tessellation ou des entités 3D dans notre vue 2D, dans notre dessin 2D. Maintenant, j'en parle puis je dis de sauvegarder stratégiquement. Il faut faire attention quand on le fait. Ça va nous aider quand on va faire les sauvegardes, surtout les sauvegardes, mais
faut comprendre que ça me prend cette information-là si je veux, par exemple, visualiser mes dessins avec eDrawing, ou si vous avez PDM, le preview là, qui est dans le bas de PDM, ça prend cette information-là si on veut visualiser les mises en plan. Ça n'a pas d'impact sur les pièces, les assemblages, c'est vraiment une fonctionnalité pour les mises en plan. Donc, il faut faire attention. Puis on peut aussi, le temps qu'on travaille dans une grosse mise en plan, on peut le désactiver. Puis quand on arrive à la fin, on le réactive. Donc, on s'est au moins sauvé toutes les sauvegardes intermédiaires. Là. Ça peut nous aider aussi pour ça. Donc, il faut l'utiliser, mais il faut l'utiliser à bon escient. Tantôt, j'ai parlé de l'outil d'évaluation des performances. Cet outil-là existe autant dans les mises en plan. Encore une fois, on a reconstruit l'outil pour 2018. Puis même maintenant, comme vous voyez ici, là, ça ici, cette capture d'écran-là, ça vient d'une mise en plan. J'ai le temps pour ouvrir la mise en plan, le temps de reconstruire, puis c'est pas une grosse mise en plan, vous allez me dire. Puis aussi, j'ai le temps pour faire la reconstruction de chacune de mes pages. Donc ça devient intéressant. Je suis capable de voir quelle page qui est plus lourde à reconstruire. Comme je le disais tantôt, un truc qu'on peut faire aussi, c'est cacher des vues temporairement. Ça évite de les reconstruire. Donc, dans les temps de reconstruction de mise en place, ça peut être intéressant. Puis ça va me donner des temps de reconstruction, pas juste des pages, mais des vues à l'intérieur des pages, des entités d'esquisse, des fichiers référencés. Donc, il y a de la bonne information qu'on peut retrouver là. Vous avez vu aussi que dans cette capsule d'écran-là, ce qui prend le plus long à reconstruire, c'est la palette, le petit l'aperçu des vues là à droite. Ça ici, quand on se rend compte que c'est ça qui prend du temps, on peut aller dedans, cliquer sur le petit X, puis il n'y aura plus d'aperçu qui va être généré. Donc, le 3 secondes là, et quelques là, qu'on voit ici qui est calculé, je peux le mettre à 0. Tout simplement en allant dans mon aperçu, puis désactivant les aperçus des vues. Maintenant, aussi, soyez stratégique, ok? C'est juste de la bonne logique. Quand j'ai des modifications à faire dans un assemblage, dans des pièces, on va essayer de faire toutes nos modifications dans l'assemblage d'un coup pour avoir à juste mettre à jour la mise en plan une seule fois. Bon, c'est juste du gros bon sens. Je pense que plusieurs personnes ont probablement déjà adopté cette méthodologie-là. Une autre chose aussi que je me fais poser souvent la question, des vues qualité ébauche versus des hautes qualités. Il y en a qui ont expérimenté avec les deux. Ils disent qu'un va plus vite que l'autre. Je vais chez un autre client, ils me disent le contraire. En fait, dans la majorité des cas, c'est pas tout le temps mais dans la grosse majorité, une vue de haute qualité va être nécessairement plus longue à créer et à reconstruire, mais sa sauvegarde va être plus rapide. À l'inverse, une vue de qualité ébauche va être plus rapide à créer et à reconstruire, mais sa sauvegarde va être plus longue. Donc, on peut aussi être stratégique par rapport aux vues de qualité ébauche, haute qualité, dans le sens qu'on peut commencer notre mise en plan, créer nos différentes vues dans une grosse mise en plan en qualité ébauche. Et puis ensuite de ça, on se met en qualité, en haute qualité quand on commence à faire le détail, ajouter les annotations, les dimensions, ce qu'on a de besoin. Maintenant, si vous avez plusieurs mises en plan, je veux juste vous rappeler aussi que le planificateur de tâches, il y a une tâche dans le planificateur de tâches qui est de convertir automatiquement. Donc, vous pouvez faire, vous pourriez, si vous voulez, commencer à créer, si vous avez un gros projet, peut-être une cinquantaine de mises en plan, juste faire le layout des vues en qualité ébauche. Et puis, quand vous êtes prêt à faire le dessin de détail, vous roulez le planificateur de tâches, il va toutes les convertir en qualité, en haute qualité, puis là, vous commencez à faire le détail, les dessins de détail, ajouter des annotations, etc. Ensuite de ça, améliorer les temps de mise à jour d'assemblage. On parle d'améliorer les temps de mise à jour de dessin, mais une des meilleures manières de le faire, c'est d'améliorer les temps de mise à jour de l'assemblage. Donc, tout ce que j'ai parlé tantôt, là, au niveau d'améliorer les temps de mise à jour de l'assemblage, vont avoir un impact directement ici. Puis c'est vraiment un impact très direct entre les deux. Un va avec l'autre, là, c'est presque automatique. Dans des cas rares, on va voir des mises en plan qui sont très longues à reconstruire, puis des assemblages qui ne le sont pas, mais c'est dans des cas rares. L'habitude, les deux vont ensemble.
Je vais continuer avec, je regarde un petit peu les questions, j'essaie de voir s'il y a des questions que je peux répondre. Là. Je vais essayer d'y aller. Il y a quelques personnes qui posent des questions par rapport à l'enregistrement. Oui, si vous êtes arrivé un petit peu tard, je suis en train d'enregistrer. Ça va être posté. Je vais vous donner le lien un petit peu plus tard. Vous allez recevoir de toute façon une confirmation. Puis aussi pour Dave m'a demandé une question si ça existe en 2014, mais là, je sais pas de quoi tu parles. De quelle fonctionnalité tu parles pour 2014. Enfin, il faudrait peut-être juste, si tu peux éclaircir ça, j'apprécierais. Maintenant, on va parler un petit peu de matériel informatique. On a parlé de mise à jour d'assemblage, mise à jour de mise en plan. On va parler du matériel informatique parce que aussi, nécessairement, ça a un impact. On parlait de trois choses principalement. Premièrement, la mémoire RAM. Bon, c'est une des composantes centrales du système. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'arriver dans un état où est-ce qu'on va commencer à paginer. Qu'est-ce que ça veut dire paginer? C'est que j'utilise toute ma mémoire vive, puis rendu à ce moment-là, Windows est obligé d'utiliser un espace disque qui va se servir comme mémoire. À partir qu'on tombe en pagination, les performances du système, là, c'est comme, ça deviennent à peu près nulles. Là. OK? Il y a vraiment une énorme dégradation de performance. Fait qu'il faut juste faire attention qu'on on tombe pas en pagination. Un truc facile pour le faire, pour vérifier que tout va bien, ouvrez vos applications que vous travaillez typiquement tous les jours. Là. Moi, je travaille avec SolidWorks, mais Outlook est ouvert, puis Excel, puis bon, un paquet d'affaires. Ouvrez vos applications que vous travaillez typiquement. Une fois que c'est fait, allez ouvrir un gros assemblage dans SolidWorks. Puis après ça, allez vérifier avec le Task Manager là, de Windows la mémoire utilisée. Bon, moi, mon système, j'ai 32 gigs de RAM, j'ai ouvert un assemblage qui n'était pas trop gros. On voit qu'il reste encore 20 gigs de RAM ou quelque chose comme ça de disponible. Donc, moi, un assemblage, pour mon système, ça va bien. Si vous arrivez proche de la limite, il faut faire attention. Puis la mémoire, là, honnêtement, là, c'est un des investissements les plus cheap à faire pour améliorer votre système. Surtout si vous arrivez dans sa limite. Pour un laptop, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus dispendieux, là, mais pour un ordinateur de bureau, ça coûte à peu près rien de la mémoire. Donc, si vous arrivez proche de la limite, là, lésinez donc pas là-dessus. Maintenant, il y a d'autres considérations à faire, surtout si vous utilisez des outils de simulation. OK, on parle de SolidWorks simulation ou Flow simulation, de l'analyse par les machines, du calcul fluide. C'est des applications qui peuvent consommer énormément de mémoire, surtout dans des grosses simulations, dans des gros cas de calcul. Donc ça, il faut le considérer aussi là, avant de dire OK, ma mémoire est correcte. Si vous en faites de la simulation, préparez-vous à mettre les heures de mémoire, ça va valoir la peine. Maintenant, parler des CPU. OK, l'ordinateur en tant que tel, le cerveau de l'ordinateur. En règle générale, là, faster is better, c'est le plus rapide, c'est le mieux. Maintenant, la technologie des CPU, là, la vitesse des CPU, ça a plutôt plafonné là, depuis les dernières années. Moi, je me rappelle, il y a plus de 10 ans, là, les AMD puis Intel, puis ça se battait, puis les vitesses augmentaient. Puis honnêtement, aujourd'hui, ça a plutôt plafonné. Mais quand même, le plus rapide, c'est le mieux. Honnêtement, il ne faut pas virer fou non plus avec ça, dans mon avis. Il faut comprendre aussi que ça va impacter la plupart des opérations, pas toutes les opérations. Comme par exemple, les temps d'ouverture, ça dépend plus de la vitesse de votre disque dur et la vitesse de votre réseau que ça dépend du CPU. Donc, il y a des opérations qui ne sont pas nécessairement reliées au CPU, mais de règle générale, le plus rapide, c'est le mieux. 4-8 processeurs, c'est pas mal typique aujourd'hui. Moi, sur mon laptop, c'est un quad-core hyper-thread. Donc, ça apparaît comme 8 corps de calcul. Donc, c'est assez commun. Puis, honnêtement, c'est rare les cas que je vais recommander plus que ça. Dans certains cas, vraiment, où est-ce que les gens utilisent beaucoup, soit le rendu PhotoView, okay, qui est très CPU, qui utilise le CPU. Puis encore une fois, je reviens aux outils de simulation. Ça peut valoir la peine dans certains cas d'aller vraiment investir dans le CPU, mais en cas général, là, une bonne machine avec un bon CPU ou ce qu'on a normalement, là,
va faire du très bon travail. Faut comprendre aussi que c'est bon, même si SolidWorks n'utilise pas toutes les CPU, rappelez-vous qu'il y a pas juste, vous travaillez pas juste avec SolidWorks dans votre journée. Là. Vous travaillez avec Outlook, vous allez sur le web, vous avez des applications web, il y a plein un paquet d'autres affaires. Donc, avoir plusieurs processeurs, c'est bon aussi pour ça, même si SolidWorks ne les utilise pas tous. Là. Ensuite de ça, la dernière chose que je veux mentionner, qu'on va parler, c'est les cartes graphiques. Maintenant, la carte graphique, une des choses qui est importante, c'est d'utiliser des cartes et des pilotes, des drivers qui sont certifiés par SolidWorks. Sur le site de SolidWorks, vous allez dans le System Requirements, puis vous pouvez sortir mon ordinateur sur tel système d'exploitation, sur telle version de SolidWorks, puis on va vous dire quelle carte graphique qui est certifiée, puis on va vous dire quel driver utiliser même. Faites attention aux pilotes. Les drivers, là, parce que souvent, les gens vont mettre à jour le pilote sans vérifier qu'il est certifié sur SolidWorks. Des fois, c'est pas le dernier pilote disponible à jour qui est le bon pour SolidWorks. Prenez celui que SolidWorks a testé. Ça, c'est des cas. Puis, il faut faire attention aussi, des fois, Windows va mettre à jour le pilote. Donc, il faut dire à Windows, non, je mets à jour les autres affaires, mais touche pas à mon pilote vidéo, à mon driver vidéo. Puis aussi, au niveau de la carte graphique, parce qu'on peut mettre de l'argent beaucoup dans les cartes graphiques, en règle générale, jusqu'à SolidWorks 2018, parce que je vais parler un petit peu de 2019, ça change beaucoup en 2019, mais jusqu'à SolidWorks 2018, une bonne carte milieu de gamme va faire l'affaire. Les cartes typiquement milieu de gamme, c'est les NVIDIA Quadro, AMD FirePro, Intel HD graphique, surtout si vous achetez un Surface, un Windows Surface. Ça va être des cartes Intel HD. Donc, ça va être bon pour ça. Puis pourquoi on dit jusqu'à 2018, comme je dis encore, ça change en 2019, mais jusqu'à 2018, pourquoi une milieu ou une milieu de gamme? Voici la raison. En fait, dans les cartes vidéo, il y a à peu près 4 gammes. Il y a le bas de gamme, milieu haut, puis le ultra haut de gamme. Le bas de gamme, allez pas là. Premièrement, les cartes vidéo n'ont pas assez de mémoire pour travailler avec SolidWorks, puis ils deviennent désuètes trop rapidement. Donc, ça donne rien d'aller trop cheap, entre guillemets, sur les cartes vidéo. Une bonne carte milieu, haut de gamme, va se servir. La ligne rouge, j'essaie d'illustrer un petit peu comment que SolidWorks est capable de se servir des performances de la carte elle-même. Donc, une bonne carte milieu haut de gamme va faire l'affaire, mais jusqu'à 2018, les cartes ultra haut de gamme, SolidWorks n'était pas capable d'aller chercher les performances qu'il y avait dans les cartes ultra haut de gamme, à moins que vous utilisiez, par exemple, SolidWorks Visualize pour faire du rendu d'image. Là, ça valait la peine. Mais pour à peu près tout ce qui est SolidWorks, il n'y avait pas vraiment d'avantage à payer l'argent d'extra pour aller chercher des performances, parce que SolidWorks n'était pas capable d'aller chercher les performances dans ces cartes très haut de gamme. Là. La raison pour ça, c'est que historiquement, de la manière que SolidWorks gère le graphique, c'est que SolidWorks envoie toutes les informations graphiques au CPU. Le CPU fait tout. Le CPU envoie ça à la carte graphique, puis la carte graphique fait juste afficher le résultat. À partir de 2019, ce qui est intéressant, puis je suis content qu'on peut en parler aujourd'hui, parce qu'il a été officiellement lancé hier, c'est qu'on change une réarchitecture complète du moteur graphique de SolidWorks. C'est la plus grosse réarchitecture graphique depuis le début de SolidWorks, depuis plus de 20 ans. Maintenant, ce qu'on est capable de faire, c'est que SolidWorks est capable d'envoyer de l'information autant au CPU à la carte graphique en même temps, de façon parallèle. Puis, ensuite de ça, l'affichage se fait. Ça veut dire que ce que le CPU faisait avant, maintenant, on est capable de prendre cette charge de travail-là puis de l'envoyer directement au GPU. C'est le GPU qui va s'occuper de faire le calcul, surtout au niveau de l'affichage. Parce qu'avant, même le calcul de l'affichage était en grosse partie fait par le CPU. Donc, il y a vraiment une augmentation de performance, puis ça se traduit par quoi? C'est que même si vous prenez le même système aujourd'hui, puis vous installez 2019, vous allez déjà voir des améliorations de performance.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde 2018 par rapport à 2019, c'est que si vous décidez d'investir dans des cartes haut de gamme ou très haut de gamme, à partir de 2019, SolidWorks va être capable d'aller chercher le pouvoir qui est dans le pouvoir de calcul qui est dans ces cartes-là. Donc ça devient très intéressant, surtout quand on travaille dans des très gros assemblages. Je vais vous montrer un exemple de 2018 versus 2019. L'exemple que je vais vous montrer, c'est le même assemblage sur exactement la même machine. Okay? Fait que ça va vous donner une idée de comparaison entre les deux. Alors, si je regarde l'assemblage qui est ici, je suis dans SolidWorks 2018, je suis en mode assemblage complexe. On en a parlé un petit peu tantôt, le mode assemblage complexe. Maintenant, quand on active le mode assemblage complexe, on perd beaucoup de choses. Okay? On perd le mode Real View. On voit que quand on déplace, ça devient un peu des blocs. Si je désactive le mode assemblage, le mode grand assemblage, on voit que là, instantanément, j'ai une dégradation de performance. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, utilisez le mode grand assemblage. En 2019, regardez, ça c'est SolidWorks 2019, il n'est pas en mode grand assemblage. Il est juste en mode normal. Juste pour comparer un à côté de l'autre, voyez à gauche 2018, à droite 2019, le même assemblage, la même machine, les mêmes options graphiques, ok, exactement le même graphique est affiché. Donc, ça vous donne une idée comment SolidWorks 2019 est beaucoup plus fluide. Puis ça, c'est dû à toutes les nouveautés graphiques qui nous permettent de utiliser à meilleur escient les capacités de la carte vidéo. Donc, il y a vraiment, juste au niveau de ça, de 2019, là, ça vaut vraiment, en tout cas, c'est vraiment une des grosses nouveautés de 2019. Vous allez en entendre parler là, au lancement, ça c'est sûr. Maintenant, pour pouvoir aller être capable d'utiliser ces capacités graphiques-là, il y a certains prérequis parce que ça dépend beaucoup de la carte vidéo. Faut qu'on ait une carte vidéo qui soit capable de supporter OpenGL 4.5. Moi, personnellement, j'ai un laptop de 2 ans avec une carte graphique, une NVIDIA Quadro M2000M, je crois. Et puis, je le supporte. Là. Okay? Puis, c'est un laptop de 2 ans. Donc, si vous avez un ordinateur assez récent, vous allez vous devriez être correct. Faut aussi que ça soit ce qui est recommandé. C'est pas limité juste aux cartes NVIDIA en passant, là. Mais ce qui est recommandé pour l'instant, c'est les GPU NVIDIA de dernière génération là, qu'on voit ici affichés à l'écran. Donc, des belles nouveautés à partir de 2019 au niveau des grands assemblages, au niveau des performances, c'est vraiment intéressant. Ça conclut ce que je voulais parler aujourd'hui. J'arrive à peu près à mon heure, ce qui est bon en timing. Donc, je résume un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, surtout sur les mises à jour d'assemblage, mises à jour de mise en plan et matériel informatique. On a regardé un petit peu. J'en profite pour parler un petit peu de 2019 parce qu'il y a d'autres outils aussi pour les grands assemblages en 2019. En fait, on a fait des améliorations dans l'outil gestion des grandes conceptions. On peut en faire plus dans le mode grande conception. On peut ajouter, effacer, déplacer des composants, ajuster, effacer, éditer des contraintes, changer de configuration et même sauvegarder les modifications qu'on fait dans, en anglais, le Large Design Review là, ou gestion des grandes conceptions. Aussi, un autre outil qui est intéressant, c'est le nouveau D-Feature en mode silhouette qui permet de massivement simplifier un modèle en se basant sur sa silhouette. Vous le voyez un petit peu à l'écran, là, prendre un modèle qui a beaucoup de détails, puis le simplifier beaucoup plus facilement qu'on pouvait le faire avant. On peut même sélectionner les composants identiques, puis il y a même un lien entre le modèle simplifié puis le modèle original, un lien associatif. Change un, l'autre va se mettre à jour. Donc, il y a des belles nouveautés, mais il y en a comme 200 autres, là. Donc, je peux pas, c'est sûr que j'en parlerai pas aujourd'hui. J'en parle pas aujourd'hui parce que sur la page de SolidWorks, il y a déjà de l'information disponible. Il y a déjà des vidéos. Et puis, je pense que vous devriez vraiment là, prendre contact avec votre vendeur. Les lancements vont débuter en octobre. Donc, déjà dans quelques semaines, là, ça s'en vient quand même assez vite. Les lancements pour SolidWorks 2019 vont commencer. Donc, prenez contact avec votre vendeur pour pouvoir avoir plus d'informations.
Pour les questions, vu qu'on arrive déjà à notre heure, je vais regarder les questions, excusez-moi, offline, puis je vais vous répondre par courriel, j'ai vos informations. Tout ça pour vous dire, par exemple, merci. Le séminaire est enregistré comme toutes les autres, ça va être affiché sur notre page. Puis je vais peut-être juste laisser Joël dire les mots de la fin. Merci, Michel. Alors, super information, comme toujours. Je suis convaincue que vous avez appris quelque chose à travers tout ça. Si vous voulez revoir ou voir la partie 1, si vous l'aviez manqué, elle est enregistrée, elle est à la page que Michel venait de mettre avant, où sont tous nos enregistrements. Alors, vous pouvez toujours y retourner ou reprendre le lien que vous avez utilisé pour vous enregistrer aujourd'hui. Ça va vous ramener à celui d'aujourd'hui. Alors, oubliez pas, vous pouvez le partager avec d'autres dans vos entreprises qui ont besoin ou qui devraient le voir ou qui pourraient apprendre de ça. N'hésitez pas, c'est pour ça qu'on fait les enregistrements. Comme Michel a dit, les questions qui ont été posées, il va les répondre séparément. Si vous en avez d'autres, par contre, ça vous vient plus tard. N'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec nous directement et évidemment, vous avez vos revendeurs qui sont là pour vous assister avec ce genre de choses ou pour faire une analyse plus approfondie avec vous de comment vous travaillez avec vos assemblages et vous aider et vous diriger un peu mieux. Alors, avec cela, je vous souhaite tous une bonne journée. Je remercie encore Michel pour toute cette information. Puis, on vous revoit sur un prochain webinaire. Bonne journée tout le monde. Merci, au revoir.